Ok, donc salut. On n'est pas le jour du podcast. Là, c'était juste pour vous dire dans le fond, comment mettre cette vidéo en MP3 facilement. Donc, tout ce que vous avez à faire, si vous êtes sur un ordinateur, c'est d'aller dans la barre de recherche. Si vous êtes directement sur l'appli YouTube sur votre téléphone, il suffit d'aller sur Safari, chercher la même vidéo. Donc, vous allez cliquer sur le lien de la vidéo, donc juste en haut dans la barre de recherche. Sélectionnez le mot YouTube et enlever UBE. Donc, ça va juste être Youth, donc Y-O-U-T. Vous touchez pas au reste du lien, juste vous enlevez UBE à YouTube. Vous faites Enter. Ensuite de ça, il va vous apparaître une page pour télécharger quelque chose. Donc, vous cliquez MP3, vous téléchargez et normalement, il serait dans vos dossiers si vous êtes sur ordinateur ou dans vos téléchargements si vous êtes sur mobile. Donc, c'est vraiment pas compliqué et ça va vous permettre aussi de l'écouter en ayant le téléphone fermé ou en ayant euh, pas l'image. Donc voilà. Ok, donc bonjour, moi c'est Lugan. Moi, c'est Sinbad. Et moi, c'est Khalil. Aujourd'hui, on va vous présenter le podcast sur Viktor Frankl. Alors déjà, est-ce que un de vous connaît Viktor Frankl? Ben, moi, pour le connaître, genre, je le connais pas. J'ai déjà entendu parler, mais je le connais pas, on va dire. Genre, Toi, c'est... précisément. Moi, j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu qui il était, ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait. Ouais, mais avant, est-ce que tu le connaissais? Bah non, je le connaissais pas. Moi non plus. Donc là, pour vous mettre un peu en contexte, les auditeurs, on va vous parler un peu de sa biographie, de la vie de Viktor Frankl, car il faut savoir que c'est un homme qui a pas eu la vie facile. Viktor Frankl est né le 26 mars en 1905 à Vienne et il est mort le 2 septembre en 1997 à Vienne. Et aussi, lui, ce que je sais, c'est un psychiatre, c'est un neurologue et un philosophe en même temps. Ouais, C'est quelqu'un de fou, les trois ouais, ensemble. ouais. Puis, savais-tu qu'il avait été aussi professeur? Ah ouais, professeur, où ça? Ben, il est professeur autrichien, mais c'est dans ses premières années. C'est dès qu'il est sorti de l'école, en gros, il a fait Ok, professeur. bien, mais qu'est-ce que ça, je savais pas. Ah, il a pas fait professeur en psychologie dès le début? Non. Donc, ses études étaient principalement axées sur le sens de la vie parce qu'il va créer une nouvelle thérapie qu'il va baptiser la logothérapie. Donc, Ok. en 1925, il est étudiant en médecine et il se fait exclure de l'association de psychologie individuelle à cause de ses divergences écologiques. Donc, par le directeur lui-même de l'association de psychologie individuelle. Ok. Et il dirigera par la suite le pavillon des femmes suicidaires de l'hôpital psychiatre de Vienne. Donc là, ça vous met un petit peu en contexte. C'est quand même un homme qui a participé à Ouais. des trucs assez... Assez cultivé aussi, hein. Ouais, exactement, assez cultivé. Donc en 1940, ben, il y a les nazis vont prendre le pouvoir en Autriche et il va s'apprêter à être bouleversé par des événements qui vont être violents et qui vont affecter grandement sa vision des choses. Par exemple, en 1942, sa famille et lui vont tous être déportés dans un camp de concentration à Theresienstadt, excusez-moi pour la prononciation. Puis après ça, le 19 octobre 1944, il est envoyé à Auschwitz, qui est un des plus gros camps, on va dire, nazis. Ouais. Donc c'est ça. Ah ouais, intéressant, intéressant. Puis, quel numéro il était quand il était dans le camp prisonnier? Je pense qu'il était 119, 104, si, d'après mes recherches que j'ai fait. Attends. Ouais, 119 104. Ok, mais c'est ça. Et donc, dans le camp de concentration, il va observer avec étonnement que les plus robustes, qui étaient le plus dans l'action, seront les premiers à mourir. Et ça, c'est assez particulier parce que c'est un peu contradictoire. On penserait que les plus robustes, c'est ceux qui survivraient plus longtemps, mais non. Parce qu'ils paraissaient les plus forts et étaient toujours dans l'action, tandis que ceux qui résistaient le plus longtemps, c'était les plus faibles. Puis Ouais, c'est ok, notamment... parce que plus, genre, à ouais. l'écart, genre. Ok. Puis c'est notamment grâce à ça qu'il va affirmer, face à l'absurde, les plus fragiles avaient développé une vie intérieure qui leur laissait une place pour garder l'espoir et questionner le sens. Donc, ça, il va se servir énormément de cette mentalité-là dans ses livres, notamment son best-seller sur le sens de la vie. Moi, je connais le nom. Ouais, si je me souviens bien, c'est
le Man's Search for Meaning. Ouais, ben c'est Ouais, probablement c'est connu. son livre le plus connu. Ouais. C'est son meilleur vendeur en tout cas. Ouais, exactement. Mais ça, c'est là où il raconte sa vie, là, précisément ce qui s'est passé à Auschwitz. Ouais. Puis c'est ça qui, dans le fond, qui l'a poussé vers sa théorie du sens de la vie, c'est son vécu dans les camps de concentration. Exactement. Donc, est-ce que tu sais, Simbad, au final, ça a été quoi son métier principal? Ben, Ouais, je sais pas. yo, je vois pas. Je te jure, je vois pas. Abusé. Yo, je te jure, je fais pas exprès. Mais Tu me c'est- pointes là, je vois, est-ce que c'est ici Non. en dessous ou en dessous? Réponse, il y a marqué réponse, c'est la première question. Ok. Attends, après la guerre. Attends, je vais te la reposer parce que sinon Ok, ça va vas-y, être- repose-la moi. Est-ce que tu sais, Simbad, au final, quel a été son métier principal? Après la guerre, Viktor Frankl sera le directeur de la polyclinique neurologique de Vienne pendant 25 ans. En 1955, il deviendra... Yo! C'est que Yo, quand tu c'est fais ça, pas on ma entend, faute. on entend rien, genre. Genre, nous, on entend dans la pièce. là. Le phone, il capte quand même bien, non? Pas vraiment. Genre, dans la pièce, on entend, mais on entend. Ouais, ça t'a un peu genre. Ok, on va le refaire. Ok, vas-y, on va recommencer. Et Simbad, au final, est-ce que tu sais, ça a été quoi son métier principal? D'après ce que j'ai trouvé, après la guerre, Viktor Frankl sera le directeur de la polyclinique neurologique de Vienne pendant 25 ans. En 1955, il deviendra professeur à l'université de Vienne et en 1970, à San Diego, en Californie, le premier institut de logothérapie au monde est fondé. Est-ce que l'un de vous sait quoi la logothérapie? Ben moi, je sais pas exactement, mais si vous pouvez m'aider là-dessus, mais moi, ce que je sais, c'est que la logothérapie, ben, c'est ce qu'il a inventé et c'est ce qui a aidé beaucoup de gens à sortir, on va dire, de leurs problèmes. Ouais. Donc, si tu veux, Logan, nous en parler plus. Ouais, dans le fond, la logothérapie, ben, c'est une approche thérapeutique qui aide les gens à trouver un sens personnel à la vie. Dans le fond, c'est comme une forme de psychothérapie centrée sur l'avenir puis la capacité à endurer les difficultés. Puis ça aide grandement les gens à traverser des phases de recherche de sens puis à traverser des crises existentielles. Dans le fond, sa perspective, elle fait élargir le champ de la psychothérapie parce que ça intègre la dimension à la fois existentielle et spirituelle. L'impact que ça a sur le monde de la philosophie et de la psychothérapie est vraiment énorme. Donc, voici un peu de ses accomplissements, de sa vie puis de ses malheurs. Tout ça finira entre autres par inspirer ses ouvrages. Donc, est-ce que tu as une idée un peu à quoi ça peut ressembler ses ouvrages, Simbad? Non, mais est-ce que tu as une idée, juste comme ça? Ah, si j'ai une idée. Bah, les seuls trucs que je connais à propos de lui, c'est les livres qu'il a fait. Il y en avait plusieurs. Comme quoi? Quel livre? Un sens à la vie. Ouais, ben c'est entre autres ça qui est pas mal le sujet de tous ses livres. J'ai quelques petits exemples de livres ici. Men Searching for Meaning ou alors Oui à la vie. Bon, c'est deux des livres. Ou sinon, il y a Le Dieu inconscient. Puis ça porte sur le développement personnel, l'accompagnement. Et c'est après avoir écrit tous ces livres qu'il va enfin avoir son doctorat en philosophie sur ce sujet. Sinon, as-tu d'autres choses à rajouter? Ben moi, ce que je peux dire en gros, c'est ce que je peux résumer ce que tu as dit sur la logothérapie. En gros, c'est une façon, c'est comme si les humains qui cherchent avant tout un sens à leur vie. C'est ça que tu voulais dire, entre autres. Ben ça, moi, personnellement, j'ai pas grand chose à rajouter sur la logothérapie. Mais moi, ça, mon avis là-dessus, c'est que je trouve que personnellement, ce qu'il a inventé comme, on va dire, ben, la logothérapie en fait, moi je trouve que ça a été quand même une pas mal avancée pour son époque. Parce que si on voit genre, de nos jours assez modernes, on a plusieurs aides, plusieurs choses pour les personnes on dirait, en dépression. Ouais, surtout que ça, c'était après la guerre, fait que ça a donné Après la guerre. ça a aidé beaucoup de gens, Ça sûrement. a aidé énormément, vraiment sûrement énormément de gens. Même ce que ça dit, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est comme une sorte de recherche qui a aidé comme des millions de futurs psychologues, de futurs médecins, tout ça. Donc ça pour moi je trouve que c'était une grosse avancée de sa part. Toi, t'en penses quoi, Simbad? De lui? Mais comment? Non, mais si, j'aurais fait. T'es littéralement dire tout ce qu'il fait dans sa vie, genre tu te penses rien, là.
Parce que je m'en bats un peu les couilles de lui, c'est un peu ça aussi. Mais en même temps, si j'aurais eu mes notes, je t'aurais dit 5 facilité. Mais là, je suis obligé d'aller check sur ChatGPT. Ok, ben moi, personnellement, ce que je pense de lui, c'est que sa position, je trouve qu'elle est vraiment particulière parce que c'est quelqu'un qui a vécu des choses extrêmement atroces Ouais, et ça se transmet dans ses ouvrages et dans sa thérapie. Et ça, pour moi, je trouve que c'est juste exceptionnel qu'on ait un homme qui puisse nous transmettre ça à travers ses connaissances. Des siècles, ben, pas des siècles, mais genre des centaines d'années, alors presque. Exact. Fait que c'est ça, moi je trouve que c'est assez fascinant parce que c'est aussi une période très marquante dans l'histoire de l'humanité et assez connue, donc voilà. Sinon, Lougan, y a-t-il des moments historiques qui portent son nom? Ben, en fait, il n'y a pas de monument historique, mais il y a une rue qui est nommée en son honneur sur le campus de l'Université de Vienne, si je me trompe pas. Donc c'est quand même assez cool, même si c'est pas une rue où il y a des autos qui peuvent traverser et très passantes, ça reste quand même quelque chose qui est à son nom. Ok, ouais, ben sinon, après tout ce qu'on vient de dire, notre discussion, est-ce que vous, par exemple, vous savez, par exemple, comment on pourrait appliquer la théorie de Victor dans la vie quotidienne? Ben, j'ai une Sur des petite idées. idée là, mais je pense Ouais. que tu vas pouvoir m'en dire plus. Oui, bien sûr. Ben, c'est quoi ton idée? Ben, comment on peut l'appliquer? Ben, c'est sûr que s'il y a des conseils, comme par exemple, il t'explique comment trouver un sens. Donc, je parie que ça doit être sur, genre, trouver quelque chose qui te passionne dans la vie ou trouver ce genre de choses. Ben ouais, c'est vraiment semblable à ça. Moi, genre, j'ai fait quelque chose là-dessus, ce que je peux te dire, par exemple, c'est comme tu l'as dit, un truc que t'aimes, comme par exemple, genre, tu pourrais faire une tâche ou un projet dans ta vie ou dans tes jours qui arrivent, comme par exemple, je sais pas, aller à la salle de sport, par exemple, pendant un moment, je sais pas, aller travailler pour t'acheter un truc qui te passionne, ou même par des relations d'amour ou d'amicales, tu vois, tu pourrais parler à des gens, tu essaies de trouver une blonde, tout ça. Ou ça, ou par exemple, là, celle que Victor a utilisée par lui-même, la plus on va dire, connue, c'est celle de la souffrance. Ou même dans les périodes les plus dures, ben, c'est là où il faut que tu réussisses à trouver un sens dans ta souffrance pour essayer d'avancer et pas chuter au plus bas. Mhm. Donc, c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Je sais Donc, pas si toi. donc il doit souffrir, la personne doit souffrir pour essayer Non, de se retrouver un peu. si je vais me formuler. Ouais, c'est plutôt dans ce que comme quand la personne est vouée à avoir des souffrances, comme c'est impossible genre qu'elle échappe à ça, ben au lieu de se mettre au plus bas et genre de se suicider par exemple ou juste de vivre sa pire vie, ben selon Victor ce que lui il faisait, ben, c'est de trouver malgré ça un sens à ta vie avec ta souffrance, genre vivre avec ta souffrance, genre pour être genre Ouais, utiliser sa douleur comme une force. ouais exactement, mais c'est ça. Ouais, je vois. Ok, ben c'est assez cool. Donc là, je pense que on en sait tous plus sur Victor Frank. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Moi, personnellement, je pense qu'on a fait aussi un peu le tour. Peut-être si on pourrait dire, genre, je pense que vous savez quand même que ben, Victor, il a quand même une influence pas mal sur notre vie moderne. Quand même, hein, sur la plupart, on peut retrouver, je pense, chez la plupart des psychologues ou des médecins un peu spécialisés dans le cerveau, on va dire peut-être, ces idéologies ou quoi. Mais ça, moi, personnellement, par rapport à ça, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Donc, je pense que c'est... Non, moi non plus. Fait que je pense que les auditeurs, c'est sûr qu'ils en ont appris plus parce que c'est pas forcément Ouais, tout le c'est monde ça. qui connaît lui de base. Donc déjà, s'ils le connaissent pas, c'est bien. On leur a appris qui était Victor Frank. Et en plus, s'ils le connaissaient, on espère avoir été pertinent.